Le test technique est un passage obligé pour nous toutes. Il peut prendre plusieurs formes, mais sa finalité reste toujours la même, évaluer le niveau d'un ou d'une candidate. Et le simple fait d'être évalué engendre un stress. Et si John Travolta dans Blowfish veut nous faire croire que nous sommes plus efficaces avec un flingue sur la tempe, dans la vraie vie, le stress n'est jamais le meilleur élément pour montrer tout son potentiel. Mais alors, comment appréhender ces tests ? Faut-il s'entraîner à coder avec un flingue sur la tempe ou une bombe sous le clavier ? Et surtout, si je deviens bon au test, suis-je vraiment bon dans le delivery au quotidien ? Pour répondre à ces questions d'entretien, je ne reçois pas le père Fouras, mais elle s'y connaît en questions cryptiques. Abby, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Abby, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Avec plaisir Bruno. Moi c'est Abby, je suis développeuse front-end et j'ai fondé une plateforme qui s'appelle Alors on Dev, qui est à l'origine d'une chaîne YouTube où je propose des formations en développement web, Git, TypeScript, React, you name it. Ouais. Et où aussi, qui m'a aussi permis du coup d'écrire quelques ouvrages dont réussir ces tests techniques en développement web. Et parce que tu as l'impression que c'est une question récurrente, c'est un stress récurrent sur cette question des tests techniques ? Oui, vraiment. J'ai eu l'occasion d'interagir avec beaucoup, au travers de mes activités de partage de contenu, avec beaucoup d'autres devs. Et c'est vraiment la pierre angulaire, finalement, les tests techniques des candidatures. Et c'est ce qu'il y a de plus déterminant, en fait, pour les réussir, ces fameuses candidatures. Et en même temps, ça génère beaucoup de stress parce que là, on est testé sur nos hard skills, parfois en direct. Donc, c'est très intimidant, notamment quand on débute dans le métier. Et puis, moi, je l'ai vécu dans ma propre chair, ce stress. Et donc, voilà, c'était pour moi essentiel de partager tout ce que j'ai appris pour les réussir. Okay. Bon, c'est un passage obligé. De toute façon, effectivement, oui. On y passe tous à un moment. Oui. À différents niveaux, il y a effectivement plusieurs types de tests. Avant d'évoquer effectivement ces différents types de tests et que tu nous partages, toi, les recettes pour bien y arriver, je serais curieux d'avoir un peu ton avis sur la validité de ces tests. Est-ce que ces tests techniques, sous les différents formats qu'on peut connaître, apportent vraiment une validation des compétences techniques des candidats et candidates ? Ça dépend, justement. Ça dépend du format. Je dirais que quand on est sur un format... on va rentrer dans le détail un peu plus tard, mais dans un format qui se rapproche beaucoup, finalement, de ce qu'on va faire en entreprise, oui, ça peut vraiment aider à valider, je dirais même très pleinement les compétences de la personne pour qu'elle soit opérationnelle après, derrière, en entreprise. Mais à quel point est-ce que les outils qu'on a aujourd'hui, que ce soit les copilotes, ChatGPT, Cursor et autres, vont pas un peu biaiser la réalité de la réponse qui est donnée ? Alors là, c'est aux personnes qui corrigent le test de déterminer effectivement ce qu'il en est. Moi, je pars du principe qu'un test technique, on peut savoir s'il est bon, surtout les tests techniques de type création d'une application, du coup, dès la lecture du README, quoi. Dès la lecture du README. Le README, ça sera toujours, j'estime que ça sera toujours très personnalisable et on peut sentir à travers le ton du README s'il a été généré par une IA ou pas, plus que le code, et encore même le code, je trouve qu'on peut. Mais dès le README, on peut savoir, en fait. On peut savoir en fonction de ce qui a été présenté, du coup, par là où le candidat, du coup, sur le README. Ouais. Mais tu vois, parce que on peut imaginer que ce fameux README, tu peux le mettre dans un chat GPT et lui demander est-ce que ça a été écrit par une IA ? Ce qui veut dire que si on grossit le trait, on peut aussi confier la correction du test à un copilot ou un cursor. Mais ce qui veut dire que tu as un test qui a été peut-être créé par une IA, qui va être résolu par un candidat qui va utiliser une IA, qui va être corrigé après par une IA derrière.
Est-ce que ça valide encore vraiment la compétence Après, oui, alors s'il y a une validation par l'IA, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais je dirais que en fait, typiquement, pour faire le lien entre le README et le code, évidemment, il n'y a pas que le README qui va déterminer si l'entretien le test technique a été bien fait ou pas. Je pense que le fait qu'un regard humain, du moins à l'heure actuelle, observe le README, ensuite regarde le code quand même pour voir. Je ne pense pas que les IA soient aujourd'hui en capacité d'à la fois de produire un code où il y a une cohérence entre le README et puis le code produit, quoi. Ouais. Honnêtement. Et je le dis en tant que personne qui paye pour ChatGPT, d'accord ? Je paye. Là, j'ai testé le nouveau modèle O3, là, mini high, qui est censé être, je crois, le meilleur. Et il m'aide, mais franchement, il délire encore beaucoup, quoi. Ouais, Donc, et sur des tâches qui ne sont pas non plus extrêmement complexes. Donc, je doute quand même qu'avec un test technique un petit peu fourni, on va dire. Puis en plus, moi, je pars du principe aussi qu'il faut évoquer en fait des principes théoriques qui montrent qu'on est sensible à du craft, des choses comme ça. Et là, je ne fais pas confiance aux IA pour ça, quoi. Et comment expliquer que le test technique focalise autant de stress de la part de tous les candidats et toutes les candidates, alors que le test de culture fit, on l'appelle comme on veut, ou RH, ou avec d'autres personnes dans tout le process, sont aussi une évaluation et qui peuvent aussi amener à ne pas passer telle ou telle étape, quoi. L'aspect technique, le culture fit, par exemple, ce qu'on va beaucoup te demander, c'est de citer finalement des expériences de vie qui vont matcher avec les valeurs de l'entreprise, etc. On a toutes et tous des expériences de vie. Tu vois, et en plus, en général, on a le temps de s'y préparer, tu peux faire des recherches, etc., sur le culture fit. Et puis voilà, on a toutes et tous du vécu, en général, quand on arrive à un entretien, c'est qu'on a quelques décennies sur cette planète derrière nous. Et donc, bon, il est toujours possible, finalement, de trouver des exemples, des choses à présenter pour derrière étayer un propos. Mais la technique, et encore une fois, surtout quand on débute, on n'a pas forcément des éléments... pour prouver, en fait, ou bien pour appuyer tel ou tel choix qu'on fait, quoi. Ça, c'est très, très difficile. Et donc, c'est ça aussi qui fait qu'il y a tout ce stress qui se forme, quoi. Mais parce que tu vois, au final, le test technique, il est là pour, certes, valider le niveau de compétence de la personne qu'on a en face de soi, mais d'une certaine manière, il est aussi là pour évaluer le niveau d'incompétence. C'est-à-dire qu'à quel moment la personne qu'on a en face de nous n'est plus en mesure de répondre pour qu'on puisse savoir du côté de l'entreprise à quel point il va falloir l'accompagner ou le faire progresser ou ce genre de choses. On a tous un niveau d'incompétence. Alors, j'entends qu'effectivement, quand tu es plus jeune, ça peut être plus compliqué d'accepter ce niveau d'incompétence. Moi, ça fait 30 ans que je fais du dev. Ça fait longtemps que je me suis dit, OK, en fait, je suis bon nulle part par rapport à l'immensité de tout ce qu'il y a à savoir. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui vient peut-être plus avec l'âge, mais tu vois, il faut aussi accepter de se dire, en fait, là, je ne sais pas, il faut être en mesure de le dire et de pouvoir être conscient de ses limites. C'est aussi comme ça qu'on progresse. Oui, ça, c'est cette maturité-là. Ça vient avec aussi le temps, la confiance qu'on acquiert en soi-même. C'est des choses qui viennent avec l'âge et avec l'expérience aussi, quoi. C'est ça le paradoxe, quoi. C'est comme tu le disais, mais en fait, on a davantage, cette capacité à reconnaître ce qu'on ne sait pas quand on a plusieurs décennies d'expérience derrière soi. Mais parce qu'on sait aussi qu'on a, en soi, on est quand même consciente et conscient du fait qu'en vérité, on connaît quand même beaucoup de choses, quoi. Ouais. Et qu'on va apporter une valeur à l'entreprise. Voilà. Par contre, quand on n'a vraiment rien, ou peu de connaissances parce qu'on débute ou bien parce qu'on est jeune, c'est pas évident. Et la jeunesse aussi, tout court, fait que on a tendance à être moins confiante et moins confiant. Donc, et ça paralyse, ça fait qu'effectivement, on se met à balbutier. Et puis, et on a du mal à se dire, bon, OK, je vais reconnaître que là... OK, je vais admettre là que je ne sais pas. Moi, je me rappelle, quand j'étais il y a 10 ans, par exemple, au début de mon expérience professionnelle, je n'osais jamais dire que je ne savais pas. Je mettais 10 ans à écrire un mail parce que je me disais, non, il faut absolument que je m'exprime comme ça, avec telle formule de politesse, je vais en mettre 15. Et puis comme ça, la personne, elle va vraiment accéder à ma demande parce que voilà, tu vois. Voilà. Et est-ce que c'est pas aussi une question de... Parce qu'on fait un métier qui, au final, c'est un métier comme tous les autres qui s'apprend, mais on fait quand même un métier qui est quand même assez complexe, qui, pour le commun des mortels, peut paraître même un peu abscon.
peut-être que ça joue aussi. On est effectivement, quand tu es en entretien, tu es en général face à des gens qui ont une certaine posture, une certaine expérience dans la boîte. Donc, il y a aussi ce côté peu de sachant. Oui. Il y a aussi tout ce décorum, on va dire, qui joue un peu dans cette ambiance, quoi. Oui, bien sûr. Oui, complètement. Ce sont des devs seniors qui font les entretiens techniques, surtout. Enfin, moi, je ne suis jamais tombée sur un dev junior qui... Ça pourrait être intéressant, justement, surtout face à des personnes plus juniors, ou du moins qui est peut-être un duo, quoi, junior-senior en face de soi. Et voilà. Mais parce qu'en plus, dans ces entretiens-là, surtout quand on les fait du coup en direct, il y a d'autres choses qui se jouent. Il y a évidemment la connaissance dure, la compétence dure, mais aussi l'attitude de la personne. Effectivement, si elle a la tendance à poser des questions, c'est la tendance aussi même à partager ses difficultés. Et ça, ce sera peut-être plus facile avec un public en face de soi qui est un peu plus diversifié que ce qu'il en est aujourd'hui. Et tu vois, parce que juste avant, on faisait le compilé de l'épisode 295 où on parlait de cybersécurité. Et tu parlais de ce côté très intimidant de ces métiers-là. Tu vois, on se fait une image du monde de la cyber. Alors que pourtant, tu es dev depuis 10 ans, tu as de l'expérience, tu as une connaissance technique. Tu as 5 ans d'expérience, mais même, tu as 5 ans d'expérience. Ce qui, dans certaines entreprises, 5 ans d'expérience dans le monde du dev, tu es considéré comme senior. Donc, tu vois, ça en dit long aussi sur nos métiers. Mais même au-delà de ça, tu vois, tu as de l'expérience, tu as tout un training, toute une formation derrière. Tu vois, ces métiers de la cyber ne devraient pas être plus opaques pour toi que le métier de dev web, parce qu'au final, ça reste un métier technique que tu as appris comme un autre, quoi. Et tu vois, est-ce que si aujourd'hui, si demain tu devais passer un entretien, un test technique pour rejoindre une Red Team, tu penses que tu serais dans le même état de stress que tu l'étais il y a 5 ans quand tu faisais tes premiers entretiens ? Pas le même état de stress parce que maintenant, je sais ce que c'est d'avoir une expérience dans un domaine technique. Et je suis plus vieille aussi. Donc voilà, ces deux aspects-là dont je te parle un peu plus tôt, je suis en meilleure posture à ces égards-là. Mais j'emmènerai pas large non plus parce qu'il faudrait, comme tu me dis demain, faudrait quand même que je me renseigne un minimum sur ce qu'il se passe, quoi. Avant d'évoquer donc tous ces sujets effectivement de préparation, parce que les entretiens, ça se prépare, est-ce que tu pourrais nous faire un petit paysage des différents types d'entretiens techniques qu'on voit aujourd'hui sur le marché ? Oui. Alors, je dirais qu'il y a 2 grandes familles. Il y a la famille des entretiens, des tests et entretiens d'algorithmique. Voilà, et en général, le grand fournisseur de ces tests, c'est Coding Game. Ça se présente souvent sous la forme de QCM. Et en général, ça se fait plutôt à la maison, même si j'ai aussi entendu parler de cas où ça peut se faire en direct. Voilà. Moi, ça m'est aussi arrivé de faire un entretien comme ça d'algorithmique en direct, sans que ce ne soit un QCM. Donc vraiment, on m'a posé un problème, un peu comme dans les concours, en fait, les compétitions de dev qu'on a, etc., d'algo. Voilà, on m'a posé ce problème, et puis du coup, il a fallu que je le résolve avec une personne en face de moi. Et après, la deuxième famille du coup d'entretiens et de tests techniques, c'est la création d'une application, un CRUD. Par exemple, tu vas me créer une liste de commandes qu'on peut modifier, annuler, voilà. Et ça, pareil, on peut le faire à la maison. Je trouve que c'est quand même très fréquent. En général, on nous donne à peu près une semaine pour réaliser le test. C'est un peu fat à faire en entretien directement. Alors ça, ou bien, ça m'est aussi arrivé de le faire en entretien, mais du coup, faut élaguer un peu par rapport à ce qu'on ferait à la maison. Voilà. Qu'est-ce qui est cherché, qu'est-ce que les gens cherchent à évaluer ? Tu vois, qu'est-ce que le test montre comme critère d'évaluation, on va dire ? Alors, la capacité. Alors, il y a plusieurs critères. Moi, je me rappelle que j'étais tombée sur une entreprise qui m'avait partagé en fait les différents critères pour déterminer si le test avait été réussi ou pas. Il y a le fait de respecter des bonnes pratiques de développement, le fait d'avoir bien configuré son code. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que je dirais d'autre ? Le fait d'avoir effectué des tests aussi. Voilà, des tests unitaires, des tests d'intégration dans son test. Donc, je dirais que ça tourne pas mal autour de ces volets-là. Et aussi le fait d'avoir donné soi-même en fait, les instructions pour pouvoir démarrer l'application. Donc là, en l'occurrence, pour des tests techniques de type création d'application, quoi. Voilà, est-ce que tu as bien mis dans ton README NPM-I, NPM Run Dev ? Ça semble tout bête, mais ça, moi, on m'a déjà sanctionné à cause de ça, quoi. Typiquement, on m'a déjà éjecté d'un processus de candidature parce que je n'avais pas soigné le README en ce sens.
Mais est-ce que ce niveau de détail, ou d'exigence, on va dire, est vraiment sain pour poser la question crûment? Ah, on peut se poser la question, parce qu'en plus, forcément, un tel niveau d'exigence, en général, requiert un certain nombre d'heures de travail à effectuer, surtout quand on fait le test à la maison. Et ça peut sembler, et ça l'est, oui, problématique. On se dit, bon, on fait travailler les gens gratuitement, mais c'est vrai que derrière, ça permet à l'entreprise d'avoir une vision assez complète de l'étendue des compétences de la personne en face, parce que finalement, la personne est destinée à travailler sur un projet professionnel, voilà, qui sera en production, qui est vraiment utilisé par des utilisatrices et des utilisateurs contre de l'argent. Donc, c'est quand même assez critique, crucial. Et donc, même si le test peut sembler... en soi, voilà, on va demander de coder peut-être 3 features, quelque chose d'assez dérisoire. Je peux comprendre qu'une entreprise ait envie de savoir si on est capable de faire des tâches de chore, si on est capable de mettre en place un linting, du code formatting, si on gère bien Git, etc. Finalement, moi, c'est ce que je dis, hein, le test technique, il faut faire de l'over-engineering dans le test technique. Alors là, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Voilà, soyez zélés, soyez obséquieuses et obséquieux dans votre manière de coder, parce que finalement, il faut que ça reflète ce que vous êtes capable de faire derrière une fois en poste, quoi. T'as évoqué t'as utilisé comme terme qu'on fait travailler les gens gratuitement. Et il n'y a pas de... ce que tu produis en test technique n'est pas utilisé par l'entreprise en production derrière. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Les gens, on ne les fait pas travailler gratuitement réellement. Tu vois, je veux juste te clarifier un peu ce point-là. Mais c'est du travail quand même s'il n'est pas réutilisé derrière. Même si c'est du travail vain, entre guillemets, dans le sens où il n'est pas réutilisé par l'entreprise, le candidat aura quand même produit, aura quand même effectué peut-être une dizaine, quinzaine, voire infiniment plus d'heures de travail. Donc, on peut s'interroger quand même là-dessus, quoi, sur le fait de mobiliser autant de temps, sachant que le temps, c'est quand même... je dirais la monnaie la plus importante qu'on ait. C'est la ressource que tu ne peux pas récupérer. Bah voilà, exactement. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Ouais, j'entends. Mais alors, en fonction de ce que l'entreprise choisit comme type de test, qu'est-ce que pour toi ça révèle de l'entreprise? C'est une bonne question, ça. Alors, un test d'algorithmique... Moi, je suis assez peu fan. Surtout au format QCM. Enfin, tu vois, moi, un QCM d'algorithmie, voire même un QCM de quelle est la fonction qui permet de nanani nana. Bon, enfin... Ouais, moi, je me dis, une entreprise qui n'investit pas forcément nécessairement beaucoup dans son processus de recrutement, ou bien qui risque peut-être aussi d'être très dur, éventuellement, une fois en poste. Donc j'ai rarement eu de bonnes expériences après des tests de ce type. J'en ai passé quelques-uns. Pas juste pour des questions d'ailleurs de performance. J'ai pu tout à fait aussi en réussir. Mais en fait, en général, c'était des processus assez froids, quoi, assez désincarnés. Voilà, c'est ça que j'en ai retenu. Est-ce qu'à l'inverse, tu as déjà été confronté à des process trop techniques? Genre, il y a trop de tests techniques, ça va trop loin. Tu vois, c'est quoi le bon équilibre pour toi à obtenir? Alors oui, dans une grande entreprise, j'ai eu en fait les deux. Donc en fait, on commençait par un test d'algorithmique. Et après, on avait, je crois, 2 ou 3 tests entretien technique où il fallait... Alors, si je me souviens bien, il fallait, dans le premier test, je crois qu'on nous donnait en fait un sujet à coder, dans la stack de notre choix, je crois, ou pour laquelle dans laquelle on candidatait, en live, du coup, avec quelqu'un. Voilà, donc il fallait coder là, une feature, un test vraiment de type application. Et lors d'un de ces autres entretiens techniques, il fallait venir avec un projet qu'on avait déjà réalisé et le commenter, du coup, en face de la recruteuse. Mais un projet libre, du coup, pas un projet... Là, oui, mais du coup, un projet contraint, un projet libre, et en tout début de processus, un test aussi d'algorithmique. Ça fait beaucoup, Et là, tu te dis, waouh, quoi. Enfin, en fait, tu as les 3 quarts du processus qui
peut-être correspondent à de la partie technique, quoi. Et puis là, tu peux te dire, ouais, non, c'est du lourd parce qu'on nous en demande quand même beaucoup. Et en plus, on nous demande de venir aussi avec un projet qu'on a effectué, ce qui peut être problématique si jamais, par exemple, on n'a pas un projet en open source ou quelque chose comme ça, parce que je pense que c'est pas tout à fait légal de venir avec un projet d'une ancienne entreprise, quoi, et de l'exposer comme ça à une autre entreprise toute nouvelle qu'on ne connaît pas. Donc là, voilà, il y avait plusieurs problématiques, en fait, finalement, même d'éthique dans ce genre de démarche. Et puis, est-ce que tu peux me répéter du coup la question ? La question, c'était est-ce que tu as des entretiens qui sont trop techniques, qui vont trop loin de l'autre côté de la balance ? Alors oui, j'en ai eu aussi un autre dans un autre genre, du coup, qui allait trop loin. C'était une entreprise qui m'avait filé un README, mais long comme mes 2 bras réunis, et avec une stack hyper figée. Voilà, c'était très, très dogmatique. Il fallait utiliser GraphQL, il fallait utiliser Docker. T'imagines ? Docker, quoi. Pour un test technique, on sait comment ça te... Avec les containers, machin chouette. Je me suis dit, waouh ! Et ça, j'ai trouvé que c'était clairement trop. C'était trop, en fait. C'était complètement abusé. Et puis d'ailleurs, cette entreprise m'aurait volontiers ghosté si j'avais pas été... accompagnée, en fait, si elle n'avait pas été introduite par des tiers, finalement, à la dite entreprise, après avoir fait, quand même, dis-toi bien, l'ensemble du processus de candidature. Voilà, donc ça aussi, en fait, quand c'est trop, en général, c'est pas... Ouais, je trouve que c'est pas très bon signe. Est-ce que... j'ai du mal à décider... Alors, faut que je fasse un petit disclaimer. Moi, j'ai, entre guillemets, la chance... Je crois que j'ai dû faire 1 ou 2 tests techniques dans ma vie. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de création d'entreprise. Donc, du coup, je n'avais pas besoin de faire des tests techniques. Ah oui, et du coup, après, je suis arrivé de manière assez naturelle à des niveaux où on n'a plus de tests techniques. Donc, j'ai cette chance-là. Donc, je vais te poser des questions très naïves sur mais alors, comment ça se passe un entretien technique ? Donc, ma question, c'est on va oublier le QCM parce que pour moi, il est un peu... pas fallacieux, mais pour moi, c'est un peu inadapté, cette notion de QCM. Mais donc, entre l'exercice à faire à la maison, où tu as un débrief après, ou l'exercice que tu fais en live, lequel est le plus oppressant pour les candidats et les candidates ? Celui qu'on fait en live, hein. Parce que là, on est jugé en direct, quoi. On n'a pas le temps de réfléchir. Alors qu'en fait, si, justement, on attend aussi ça, finalement. Moi, quasiment toutes les recruteuses et tous les recruteurs que j'ai eus en live, au contraire, savent très bien qu'il n'y a rien de magique, en fait. Même quand on a un certain niveau, même quand on est senior, on réfléchit. Sinon, ce serait trop facile. Sinon, là, vraiment, l'IA nous aurait déjà éjectés. Mais on réfléchit. Mais c'est vrai que c'est le fait d'être observé. Parce que finalement, même une fois qu'on est en entreprise... Bon, à moins qu'on fasse du pair tout le temps, on est quand même souvent seul aussi face à sa machine, donc on a le temps de réfléchir, mais tranquillement, sans cette pression-là d'être... voilà. Mais là, on a 2, voire plus d'yeux posés sur nous, en plus avec un enjeu fort, parce que c'est celui d'une embauche. Du coup, oui, clairement. Mais parce que moi, j'aurais tendance à mettre en avant que sur un test en live... Moi, ce que je vais valoriser en tant que recruteur auprès des candidats et candidates, c'est plus leurs questions qu'ils vont poser pour essayer de comprendre quoi faire que le code réellement pondu. Là où dans le test à la maison, tu n'as pas cette possibilité de poser des questions, à part d'envoyer un mail avec quelques questions. Mais dans les questions, ce qui est valorisé, ce que moi je valorise en tout cas, c'est surtout cet échange. C'est que tu me poses une question, je te donne une réponse qui t'amène une autre question et ainsi de suite. Alors que si tu me fais une liste de questions, je te fais une liste de réponses. Après, en fait, en général, si tu m'envoyais 10 questions, je te fais mes 10 réponses. En général, derrière, tu as 20 questions supplémentaires qui en découlent, quoi. Oui. Et je sais pas, moi, je me dirais que pour moi, c'est plus stressant de devoir faire un ensemble de choix que je vais devoir justifier après sur un débrief, plutôt que de me dire je suis face à la personne qui me donne un exercice et donc je peux lui poser les questions pour faire les choix avec lui, en fait. Ah ouais, mais bon, non, en fait, c'est quand même beaucoup pour beaucoup de gens. Hein. C'est pareil, c'est suite à des échanges et mon propre vécu aussi. C'est pas évident. Après, avec l'expérience, pareil, c'est toujours pareil, c'est plus facile. Moi, je sais que maintenant, je serais beaucoup plus à l'aise de faire un test en live. Parce que j'ai un socle de connaissances, on va dire, fondamental qui est maintenant beaucoup plus fourni. Et en plus, ça m'arrangerait parce qu'évidemment, ça dure beaucoup, beaucoup moins longtemps. Oui. Donc, en vrai, ouais, ça serait l'idéal maintenant de faire ça plutôt que de faire à la maison. Mais voilà, je dirais peut-être que ça dépend du niveau. Si on est très junior, on est plus rassuré de le faire à la maison. Comme ça, en plus, on peut fouiller sur GitHub,
trouver d'autres tests techniques, comment faire et tout. Voilà, j'aurais trouvé que s'inspirer du code d'autres personnes, tu vois. Et prendre le temps de réfléchir et de préparer aussi les questions pour la review, quand on passe du coup l'étape du test technique. Et quand on est un peu plus confirmé et senior, on peut aborder plus sereinement un test. Oui, c'est sûr. La seniorité joue beaucoup. Enfin, tu gagnes en confiance, en fait, de manière assez naturelle. Après, ça dépend aussi de l'interlocuteur qu'on a en face de soi, de toutes les manières. Enfin, si on est effectivement face à une personne qui, de toutes les manières, a décidé dans sa vision de piéger l'autre, ou de le pousser ou de la pousser dans ses retranchements, mais de façon malsaine, ça sera toujours une partie plutôt désagréable, quoi. Mais oui, mais c'est ça, en fait, cet exercice un peu d'équilibriste, c'est que le but de l'entretien technique, c'est justement de voir, en fait, quel est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce niveau, à quel moment tu n'es plus en compétence, ce niveau d'incompétence, qui implique, en fait, de continuer à poser des questions jusqu'au moment où la personne te dit, ou en tout cas, ou montre qu'elle peut plus aller plus loin. Après, il faut aussi ne pas oublier que c'est un exercice qui sert à embaucher une personne pour une fiche de poste particulière, quoi. Donc tu peux arrêter tes questions au moment où tu as atteint le maximum du poste en question. Je pense qu'en tant que recruteur, il faut être aussi pragmatique, quoi. On n'est pas là pour finalement pour faire de l'esprit, ou tu vois, c'est quand même, il y a un objectif très particulier qui est très business. Est-ce que cette personne va fitter en fait avec le poste, quoi. Et donc, ok, on peut aller un peu plus loin pour voir effectivement jusqu'où la personne a des connaissances, mais il ne faut pas non plus s'attarder davantage là-dessus. Pas juste pour des questions d'éthique ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'il faut que ça, il faut que ça matche avec le besoin derrière, quoi. Donc, on a maintenant une vision un peu plus nette de ces différents tests. Qu'est-ce que tu peux apporter comme conseil? Alors, sans révéler tout ce que tu as mis, bien évidemment, parce que je pense que le but, c'est aussi pour toi de lire ton livre. Mais qu'est-ce que tu peux apporter comme premier conseil pour ces tests-là? Alors, un premier conseil, je parlais un peu plus tôt de la configuration, à quel point c'est important de prouver qu'on sait faire de la config. Voilà, c'est ça. Faites de la config, pensez aux fondations de votre repo. Quel que soit le repo d'ailleurs sur lequel vous travaillez, parce qu'il y a des entreprises qui peuvent vous fournir un modèle. Il y en a d'autres qui vont vous demander de faire un create next, recreate next app, ça doit être ça, create next app, ou de partir vraiment d'un modèle quasi vierge, quoi. Quel que soit même si ce modèle vierge, maintenant, ils ont tendance à venir avec une config déjà établie, etc. Non, c'est pas grave. Faites du zèle. Encore une fois, ajoutez des règles à la main ESLint. Faites tout pour prouver que vous savez faire de la configuration de votre TypeScript, même si c'est juste pour changer, par exemple, le chemin absolu, le petit alias du chemin absolu. De la configuration de linting, ça c'est très important. Vraiment, faites du linting. Moi aussi, pareil, on m'a déjà dit bye bye ou ghosté. Ça aussi, ça fait tellement mal d'être ghosté après avoir rendu un entretien pour lequel on a sué sang et eau. C'est très compliqué, mais ça arrive. Donc, et après avoir accédé à l'entreprise, on m'a dit t'as pas fait de linting, c'est pas bien. Donc mettez bien en place votre ESLint, mettez bien en place votre prettier. Et faites des conventional commits, vraiment respectez bien la convention de rédaction de vos messages de commit, mettez en place un commit lint pour ce faire, c'est super super important, et en fait vous vous démarquerez déjà de beaucoup de candidats et candidates parce que la majorité des gens ne le font pas. Donc faites ça. Donc on est vraiment sur de l'overengineering, c'est-à-dire qu'on parle vraiment d'un petit exercice, toi tu déploies l'armée entière. Oui. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez tout justifier dans le README. Vous pouvez dire, effectivement, je suis allée assez loin dans cet exercice, mais pour moi, il était essentiel d'établir des fondations saines pour coder proprement et pour qu'en fait, les devs qui vont travailler sur le projet, vraiment, vous êtes en train de cosplayer, en fait, une personne de l'entreprise, quand vous êtes en train de faire ce test technique. Donc, imaginez que vos futurs collègues vont intervenir sur votre code. Donc, vous dites, moi, j'ai mis en place du linting pour qu'on ait un code qui soit harmonisé et qui soit facile à lire, à maintenir, etc. Vous pouvez justifier cet over-engineering. Ils vont kiffer, je vous jure. Je parle d'expérience. J'entends. Parce que, alors, effectivement, c'est vrai que l'over-engineering, d'une certaine manière, ça peut faire peur. Mais si, effectivement, tu mets en place un linting en disant ça permet que tout le monde code de la même façon, que tu aies fait les mauvais choix, en fait, en soi, c'est pas grave si tu précises qu'en fait, ce que tu veux, c'est que tout le monde fasse les mêmes. Parce que c'est là où le choix devient en fait bon, c'est quand tout le monde fait le même.
qu'il soit bon ou mauvais de manière inhérente. Évitez quand même les consoles log, ça aussi c'est un autre conseil parce que ça peut ralentir votre application jusqu'à 700 fois. Quoi. Ça peut la rendre 700 fois plus lente. Donc, mine de rien, faites attention à ça quand même. Il y a certaines choses qui vaut mieux quand même éviter de façon un peu universelle. Mais donc, dans ce que tu décris, sur cet aspect over-engineering, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut bachoter? Est-ce qu'on peut du coup réellement s'entraîner à ces tests techniques et faire du bachotage comme on faisait à l'époque du bac? Oui, bien sûr. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai vu que je me ramassais à mes tests et quand j'ai pu accéder grâce à certaines personnes qui m'ont recommandé dans les entreprises, ça aussi, c'est un conseil, faites-vous recommander. Comme ça, ces personnes vont vous défendre quand vous avez des pépins dans les procédures de recrutement. Quand j'ai pu accéder du coup aux raisons pour lesquelles j'avais échoué à certains tests, je me suis dit ok, donc là il y a tel souci, je vais bachoter ça, notamment par exemple le linting, etc. Je vais vraiment apprendre surtout sur les anciennes configs, les anciens formats de config de SLint. En CommonJS, là, c'était pas facile à lire, ce genre de fichier. Donc, il fallait prendre le temps de bien comprendre comment on fait finalement pour solliciter tel ou tel plugin, telle ou telle librairie dans ce fichier de config ESLint, ce qui était plutôt abscon, effectivement. Donc, il faut prendre ce temps-là. Et moi, je me suis dit, je vais aller encore plus loin. Je vais aller... parce que moi, je veux vraiment arriver la première, quoi. Je veux être la première à franchir la ligne d'arrivée de mes tests techniques. Donc... Je veux connaître davantage de choses que d'autres personnes ne sont pas susceptibles d'évoquer, comme par exemple les principes solides, dans quelle mesure ils peuvent m'inspirer dans ma manière de coder, etc. quoi. Et ça m'a demandé aussi beaucoup de bachotage, surtout que c'est pas évident finalement à appliquer dans nos manières de coder aujourd'hui côté front. Ok. Oui. Donc en fait, il faut réussir à apporter dans l'entretien technique tout ce que tu sais en plus de ce qui est réellement évalué dans le test d'origine, quoi. Il faut surprendre agréablement, finalement, les personnes qui vont vous lire. Mais ça, je trouve que c'est aussi une des grandes difficultés de notre métier. C'est-à-dire que, tu vois, moi, la tagline de ce podcast, c'est l'importance de s'intéresser à autre chose que sa stack quotidienne. Je suis conscient que ça prend beaucoup de temps. Et c'est une des difficultés... je ne sais pas si tu le sais, mais tu sais, moi, j'ai été encadrant pendant un moment chez Ada Tech School, qui est une école de développeuses, majoritairement de personnes en reconversion. C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que quand elles candidataient quelque part, elles étaient face à des jeunes diplômés qui étaient passionnés par ce métier-là et qui avaient beau sortir d'école. En fait, ils avaient déjà 10 ans de dev derrière eux. Et puis, tu es face aussi à d'autres candidats ou d'autres candidates en fait, qui travaillent 8 heures par jour à faire du dev et qui après passent 5 heures encore en plus dans la journée à aller mater des vidéos, regarder des tutos, coder chez eux. Enfin, tu vois, qui en fait ont chaque jour, ont déjà de l'avance sur toi et chaque jour prennent encore plus d'avance. Est-ce que... c'est-à-dire que, là, tu vois, tout ce que tu apportes en plus de l'entretien, en fait, c'est tout ce que tu apportes toi en tant que personne, en tant qu'individu. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de travailler gratuitement. C'est-à-dire que ce que tu conseilles aux gens, c'est effectivement de travailler gratuitement 5 heures quasiment par jour en plus pour aller se cultiver, se renseigner, écouter ce podcast encore et encore. Et puis d'autres plateformes, sur d'autres chaînes, d'autres contenus. Il y a des tas de contenus qui existent un peu partout. Honnêtement, moi, c'est la formule qui a bien marché pour moi. Moi, ça a été de nombreuses heures, même de nombreux mois, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que je postulais pour un poste de dev confirmé, là, il y a un peu plus de 2 ans. Et c'est le processus de recrutement qui m'a pris le plus de temps. Parce qu'en fait, on n'exige pas non plus la même chose, finalement, quoi. Le premier coup, en plus, à l'époque, c'était un peu moins difficile qu'aujourd'hui. Je postulais vraiment à des postes brandés juniors. Donc, bon, même si, évidemment, je me suis fait... on m'a congédié très fréquemment de pas mal de processus de recrutement, mais bon, il y avait quand même aussi une écoute, une ouverture de la part des entreprises qui étaient vraiment prêtes à recruter une junior. Mais là, c'était beaucoup plus difficile parce que le niveau d'attente était plus élevé. Et du coup, même si j'avais acquis vraiment une expérience auprès de personnes très, très compétentes, il y avait quand même certaines choses qui n'étaient pas forcément très en place. Et oui, il a fallu bosser, il a fallu mettre toutes ces heures de travail. Et c'est difficile, mais derrière, c'est un investissement, en fait. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, bien sûr, je prendrais très au sérieux, mais si jamais je devais repostuler, je prendrais mes processus très au sérieux. Mais je sais que ça me prendrait moins de temps, quoi, grâce notamment au fait d'avoir acquis toutes ces connaissances, d'avoir investi tout ce temps et toute cette énergie aussi, parce que
c'est beaucoup, hein, finalement, absorber et puis à comprendre et à relier à sa propre expérience et sa propre réalité de dev. Comme je disais, les principes solides, les relier à du code front tel qu'on l'élabore aujourd'hui en 2024, c'est pas si évident du tout que ça. Hein. Donc, il faut beaucoup réfléchir, lire, mais aussi réfléchir et se faire aussi sa propre idée. Ça aussi, c'est très valorisé d'ailleurs. Son propre dogme, je dirais. Et donc, voilà. Oui, ça demande beaucoup. Et tout le monde n'a pas ce temps parce qu'on a toutes et tous des réalités aussi très différentes. Les personnes qui sortent d'école, etc., qui codent depuis qu'ils ont 8 ans, c'est pas le même profil, effectivement, qu'une personne en reconversion qui n'a peut-être pas grandi avec un ordinateur, surtout pour les personnes un peu plus âgées. Je m'inclus dedans, mais moi j'ai eu de la chance. Mais disons que voilà, c'est pas forcément du tout le cas de tout le monde. Et puis si en plus t'es parent et que tu travailles vraiment le matin, le midi, soir, tout le temps, investir ce temps, on est absolument inégaux face à ça. Mais je dois bien dire que c'est quand même un avantage. Là aussi, j'ai envie de vous dire, lisez mon livre parce que ça vous fera économiser. Non, mais littéralement, enfin, moi, c'est pour ça aussi que je l'ai écrit. C'est parce que je me suis dit, j'aimerais que les gens n'aient pas à investir tout ce temps, en fait, finalement, quoi. J'aimerais vous apporter toute cette connaissance complètement packagée dans un seul médium. Voilà, une seule ressource. Comme ça, vous n'avez pas à souffrir comme ça, quoi. Enfin, et ça peut réduire peut-être quelques inégalités aussi, finalement. Quand tu nous parles d'over-engineering, de concepts solides, de tout ce qu'il faut réussir à faire passer, tu as quand même une recherche de perfection de ton code sur les entretiens techniques, qui est un concept difficile quand même à atteindre, le code parfait, qui peut justement te faire des nœuds au cerveau. Oui, mais tu vois, c'est marrant parce qu'en préparant cet épisode, j'ai relu le code de mon livre et je me suis dit, ah ouais, ça, je le ferais différemment, parce que du coup, j'ai appris des trucs depuis. Mais ça reste quand même quelque chose de très solide, sans mauvais jeu de mots, parce que ça s'appuie justement sur des principes finalement universels et comment dire, qui ne se démoderont jamais, quoi. Donc même si c'est pas parfait, le fait que ça s'appuie sur ça, ça fera qu'il y aura toujours de la qualité finalement dedans, quoi. Et c'est une excellente base qui sera améliorable, certes, mais ça reste quand même une très bonne base, quoi. Est-ce que l'entretien peut être aussi une source d'apprentissage, ou est-ce qu'au final, dans trop peu... Parce que, tu vois, on pourrait se dire que dans un monde parfait, le test technique que tu fais, quel que soit ton niveau, tu es face à quelqu'un de plus expérimenté que toi, qui va te faire un débrief sur ce que tu as fait. Ça peut être l'occasion d'apprendre des choses. Est-ce que ça peut être quand même... Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que trop souvent, en fait, juste tu te fais balancer contre un mur quand c'est pas au niveau attendu? Alors honnêtement, dans les tests techniques, surtout de type création d'une application, alors soit quand je l'ai fait en direct, soit quand j'ai passé l'étape du coup de la review, ça s'est vraiment bien passé, quoi. Enfin honnêtement, même dans l'entreprise dont je te parlais un peu plus tôt là, qui m'avait demandé de faire un truc énorme, bah ouais, la review c'était vraiment top, quoi. Et effectivement, ça a été source d'apprentissage. Je sais pas, par exemple, à la manière d'élaborer les tests ou des choses comme ça. Oui. Ça vaut vraiment, vraiment le coup, quoi. Et il y a un entretien qui m'a permis tout particulièrement, de vraiment bien me préparer aux autres. Donc, je m'étais bien viandée suffisamment pour qu'on me dise « Ah, tu postules pour un poste de confirmé, mais en fait, t'es plutôt junior, quoi. » Imagine le truc. mais toutes les informations qui m'ont été données m'ont aidé, en fait, à vraiment... améliorer mon game, mais comme jamais, et derrière à produire des résultats dans les entretiens ultérieurs qui étaient bien meilleurs et où on n'a jamais douté de mon statut de dev confirmé. Ok. Donc en fait, ça fait partie aussi de l'exercice de bachotage. C'est en fait, il faut passer les entretiens pour réussir à un moment. Oui, complètement. La probabilité de réussir le premier est quand même très faible. Oui, enfin, surtout quand ça fait longtemps et où vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Ouais, clairement. À quel point est-ce que, sur tous les entretiens que tu as pu faire, et à quel point est-ce que ces moments de feedback sont moins bien donnés ou moins bien envoyés? Enfin, tu vois, est-ce que tu as des moments qui sont quand même... est-ce que c'est plus souvent éprouvant parce que tu as quelqu'un en face de toi qui est un peu violent, on va dire, un peu virulent, ou est-ce que globalement, maintenant, on est quand même sur un écosystème un peu plus... alors, je ne vais pas aller jusqu'à bienveillant, parce que je connais mon écosystème, mais un peu moins violent, quoi. Ah, en fait, le truc, c'est que moi, la violence, je l'ai surtout subie au tout début de ma carrière, et c'était beaucoup lié à mon niveau, quoi, d'alors.
Donc, j'ai envie de dire, malheureusement, en tant que junior, c'est vrai que c'est là où on est le plus susceptible de se prendre, des remarques vraiment compliquées ou des attitudes aussi, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est beaucoup une question de niveau plutôt que peut-être que de changement de mentalité de façon vraiment très, très globale. Ça, je pourrais pas te dire. C'est vrai que j'ai pas non plus passé suffisamment d'entretiens pour avoir une idée, on va dire, générale. Il faudrait peut-être que je demande s'il y a des personnes qui peuvent témoigner ici. Ce serait intéressant qu'elles nous disent pour avoir un premier avis un peu plus général. Je réfléchis, sinon... Ouais, c'était plus quand j'étais junior et ça a été certains moments vraiment, vraiment compliqués, quoi, quand finalement tu... Ou même juste le fait, par exemple, de révéler que j'étais junior lors d'un entretien où... j'avais quand même a priori passé déjà l'étape RH, donc c'était censé être au courant de mon CV, mais tu sais, la situation un peu cliché des gens qui n'ont pas du tout lu ton CV et qui, au milieu de l'entretien, quand tu leur dis, en fait, si, c'est mon premier poste là, pour lequel je postule, et qui te regardent avec des yeux comme ça, et puis après, changement d'atmosphère totale, quoi, vraiment une fermeture totale des gens en face, tu vois, donc il y a aussi ce genre de situation qui peut se produire. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire passer des entretiens ? D'être du côté recruteur, recruteuse ? Non, pas encore. Attends, laisse-moi réfléchir. Sur un aspect technique, j'entends. Oui, bien sûr, ouais. Oh, attends. J'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble que non. T'imagines, ça se trouve, il y a des candidates ou des candidats qui t'écoutent en disant « Mais si, moi je suis passé !» Non, je réfléchis à une de mes expériences. Avec moi. Si. Oui, qu'est-ce que je raconte ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Okay. Oui. Oh là là, désolée pour la personne qui si jamais elle tombe. Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Est-ce que parce que tu vois, il y a une espèce d'habitude chez l'être humain qui est quand tu as appris dans la souffrance, tu considères qu'il faut apprendre dans la souffrance et tu vas répéter ce type d'apprentissage aux jeunes générations. Est-ce que toi, tu penses que tu essaies de faire d'entretiens similaires à ce que tu as pu connaître ou au contraire, vu ce que tu as connu, tu te dis moi, je vais faire différemment et tu essaies de pratiquer le truc un petit peu différemment? Non, j'essaie vraiment de pratiquer différemment. Enfin, moi, c'est mon modus operandi, quoi, d'être dans une démarche vraiment de bienveillance, quoi. Terme très galvaudé, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est ce que je me dis. Moi, je vois pas l'intérêt d'infliger des traumatismes aux gens. C'est pas... On peut faire passer des messages en restant très factuel aussi, finalement, et rationnel, mais avec une profonde gentillesse, quoi, en fait. Et ça peut être tout aussi efficace, même davantage finalement, parce que finalement la personne elle va recevoir le message, mais sans ce voile-là, tu vois, de violence, quoi. Donc qui peut être très bloquant et même qui fait vivre juste une mauvaise expérience. Ouais. La vie est déjà assez dure comme ça, si on peut éviter. Ce serait quoi pour toi le circuit d'entretien technique idéal ? C'est quoi pour toi ce qu'il y a de mieux à faire, ce qui serait le plus le plus juste en termes d'évaluation pour l'entreprise, mais aussi le plus confortable ou agréable pour les candidats et candidates? Peut-être adapter justement au niveau, être consciente du fait que si on recrute une personne plus junior, que la personne sera plus à l'aise si elle a déjà le temps en fait en amont de préparer quelque chose. Peut-être en lui révélant aussi quoi, les attentes. Voilà, j'aimerais bien que tu regardes un peu comment on fait en termes de configuration, parce que ça, voilà. C'est ça aussi le problème des instructions, c'est qu'elles sont complètement partielles. Hein. Les entreprises ne vont pas vous dire qu'elles attendent que vous fassiez du chore, quoi, que vous fassiez du linting, etc. Non, elles prennent cela pour acquis. Mais du coup, voilà, adapter en fait finalement les instructions en fonction du niveau de la personne. Et puis, même carrément le type de restitution du test, quoi. Ouais, à la maison plutôt pour des personnes juniors et pour des personnes un peu plus confirmées et seniors, plus en direct. Et puis peut-être en enlevant quelques instructions aussi. Ouais. Voilà. Pour terminer en dernière question, qu'est-ce que tu pourrais conseiller parce que donc là, on a évoqué un ensemble de conseils sur comment appréhender le test technique. Mais on l'a évoqué, il y a aussi ce facteur stress qui quand même peut être aussi immobilisant pour certains ou déstabilisant en tout cas pour la majorité. Qu'est-ce que toi tu conseilles pour justement atténuer ce facteur stress et être au moins dans un contexte un peu plus confortable pour essayer de supporter ce moment qui, quoi qu'il arrive, est un peu compliqué à passer? Oui.
les bases théoriques, quoi. D'avoir certaines bases théoriques. Ça, c'est un excellent moyen, en fait, d'avoir quelque chose auquel se raccrocher, finalement, dans ces moments de stress. Quand on se dit, en fait, au moins, j'ai ces connaissances, elles sont là, elles sont dans mon cerveau. Bon. Et s'en rappeler, en fait, avant d'entrer en entretien et régulièrement pendant l'entretien aussi, quoi, de se le répéter un peu comme un mantra, mais tu connais les principes solides, tu connais les principes solides, t'inquiète pas, tu connais les principes solides. Si tu sais pas quoi te dire, tu sors un principe solide. Tu vois, et puis voilà, comme ça, tu as un guide, en fait, finalement, auquel voilà, te raccrocher. Et en plus, avoir ces concepts-là en tête apporte une véritable crédibilité. Et c'est, encore une fois, moi, de mon expérience, assez rare que ce soit évoqué, voilà, que ce soit dans les rythmies de restitution des tests techniques ou bien même en direct, quoi. Donc, savoir aussi, finalement, qu'on fera mouche en évoquant ces concepts, c'est un moyen d'apaiser un peu le stress. Ouais. Moi, parmi les conseils que je donnais donc, à l'époque où j'étais chez Ada, c'était aussi d'essayer de favoriser, de faire des entretiens plutôt à domicile, en visio. Ah oui. Parce que du coup, au moins, tu es chez toi, tu es dans un contexte, essayer de choisir si c'était plutôt du matin ou du soir, essayer de choisir un créneau, tu vois, tu vas essayer de... Parce qu'au final, il y a plein de petits trucs qu'on peut réussir aussi à faire pour... Parce que si effectivement tu es plutôt du soir et qu'on te prend et que tu t'acceptes un entretien à 9h du matin ou à 8h30 dans un bureau froid à l'autre bout de Paris, ce genre de choses, ça t'aide pas non plus, quoi. Éviter de se mettre une grosse mine la veille, enfin tu vois, des trucs ça peut paraître tout bête, mais en fait il faut essayer de se mettre déjà physiquement dans un contexte un peu plus safe, quoi. Complètement. Je sais pas si toi, tu as des routines en particulier que tu recommandes aux gens, de faire du sport ou pas ou... Ah oui, ça aide. Surtout quand on est dans une démarche au long cours. Hein, quand, par exemple, c'est la première recherche ou même une recherche un peu plus tard dans son expérience, parce que ça peut vraiment prendre du temps, même pour une entreprise, finalement. Hein, le processus de recrutement peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et c'est stressant d'attendre des réponses. Voilà. Donc, en fait, il faut vraiment mettre en place toute une hygiène de vie. Effectivement, faire du sport, dormir suffisamment, ne pas passer des nuits blanches. Moi, ça, je l'ai déjà fait. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais pas beaucoup de temps. Ça m'a un peu prise de court aussi, finalement, le fait que il te manque ça, il te manque ci, il te manque ça, pour vraiment bien tout déchirer aux entretiens. Donc, du coup, c'était un peu compliqué de prendre, on va dire, ce temps. Mais voilà, je dirais, si vous pouvez anticiper, finalement, avant de postuler, vraiment pour mettre en place, finalement, acquérir un certain nombre de connaissances et avoir pris le temps de bien les avoir absorbées, vous le ferez plus sainement aussi, parce que justement vous serez moins à adopter des pratiques malsaines, en fait, pour être prêt. Et parce que ça va juste s'inscrire, finalement, ça va être un entraînement qui va s'inscrire dans votre quotidien, quoi. Et donc voilà, si vous pouvez vous préparer, c'est pas mal. Et donc j'imagine aussi que le meilleur conseil qu'on puisse donner à tout le monde pour réussir l'entretien, le gage, le facteur de succès idéal, c'est de consulter tout le contenu que tu fais sur Alors on Dev, d'écouter tout le podcast IFTTD et plein d'autres contenus, bien évidemment, qui existent sur d'autres plateformes, mais qu'en fait, il faut engranger du savoir, en fait. Oui, profiter du fait qu'il y ait des personnes qui viennent synthétiser, finalement, les connaissances et les packager de manière vraiment digeste pour vous, clairement. Top. Merci beaucoup, Abby, pour cette discussion. Avec plaisir. Avant de terminer, pardon, j'ai oublié j'ai 2 questions rituelles pour toi. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais recommander à toutes les auditoristes ? Oui, alors j'en ai 2. J'ai un guide gratuit qui s'appelle « Décrocher un poste en développement web ». Voilà, vous pouvez y accéder sur mon site. Et puis, voilà, donc c'est un guide vraiment qui, comme l'intitulé, le titre l'indique, vous présente en fait plein de conseils, parce que c'est vrai que le test technique, il faut encore y arriver. C'est pas évident. C'est une personne qui m'avait dit ça. Donc je vous donne vraiment des conseils pour réussir à décrocher des entretiens et derrière les réussir, quoi. Dans ce guide. Et puis après, évidemment, j'ai mon livre, Réussir ses tests techniques en développement web, qui est disponible sur mon site aleurondev.com. Et voilà, comme ça, vous aurez vraiment tout le contenu finalement nécessaire et de façon complètement complète, en fait, pour pouvoir réussir tous vos processus de candidature. Top. On mettra bien évidemment les liens en description. Et pour terminer, la question la plus importante de ce podcast, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Je dirais tab.
Très bien. Merci beaucoup, Abby. Merci à toi, Bruno. Et merci à tous d'avoir assisté à cet épisode jusqu'au bout. Voilà, j'espère qu'on vous a donné toutes les billes pour réussir vos entretiens techniques. Et aussi, je vous invite à aller sur le site Alors on Dev d'Abby pour voir effectivement aussi comment les décrocher. Parce que c'est vrai que, comme elle le dit très justement, c'est bien sympa de réussir un test, mais encore faut-il arriver jusque-là. Donc, il y a effectivement plein de conseils. Allez-y les consulter. C'est effectivement une mine d'informations. Et allez voir aussi tout ce qu'elle fait sur sa plateforme. Il y a plein de contenus. N'hésitez pas aussi à partager ce même podcast autour de vous. Ça fait toujours plaisir en mettant un petit commentaire 5 étoiles. Moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttt.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.